La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Je descendais le dernier coteau du Canigou, et bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Île, vers laquelle je me dirigeais. « Vous savez, dis-je au Catalan qui me servait de guide depuis la veille, vous savez sans doute où demeure monsieur de Pérorade ? » ?»« Si je le sais, s'écria-t-il, je connais sa maison comme la mienne, et s'il ne faisait pas si noir, je vous la montrerais. C'est la plus belle d'Île. Il a de l'argent, oui, monsieur de Pérorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. »« Et ce mariage se fera-t-il bientôt ? » lui demandai-je. « Bientôt ? Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir, peut-être. Demain, après-demain, que sais-je ? C'est à Puygarrigue que ça se fera, car c'est mademoiselle de Puygarrigue que monsieur le fils épouse. Oh, ce sera beau, oui. » J'étais recommandé à monsieur de Pérorade par mon ami monsieur de P. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde. Or, je comptais sur lui pour visiter les environs d'Île, que je savais riches en monuments antiques et du Moyen-Âge. Ce mariage, dont on me parlait alors pour la première fois, dérangeait tous mes plans. Je vais être un trouble fête, me dis-je, mais j'étais attendu, annoncé par monsieur de P. Il fallait bien me présenter. Gageons, monsieur, me dit mon guide, comme nous étions déjà dans la plaine, gageons un cigare que je devine ce que vous allez faire chez monsieur de Pérorade. Mais, répondis-je en lui tendant un cigare, cela n'est pas bien difficile à deviner. À l'heure qu'il est, quand on a fait 6 lieues dans le Canigou, la grande affaire, c'est de souper. Oui, mais demain. Tenez, je parierais que vous venez à Île pour voir l'idole. J'ai deviné cela à vous voir tirer en portrait les seins de Serrabona. L'idole ? Quelle idole ? Ce mot avait excité ma curiosité. Comment ? On ne vous a pas conté à Perpignan comment monsieur de Pérorade avait trouvé une idole en terre ? Vous voulez dire une statue en terre cuite, en argile ? Non pas. Oui, bien en cuivre, et il y a bien de quoi faire des gros sous. Elle vous pèse autant qu'une cloche d'église. C'est bien avant dans la terre, au pied d'un olivier que nous l'avons eue. Vous étiez donc présent à la découverte ? Oui, monsieur. Monsieur de Pérorade nous dit, il y a 15 jours à Jean-Col et à moi, de déraciner un vieil olivier qui était gelé de l'année dernière, car elle a été bien mauvaise, comme vous savez. Voilà donc en travaillant, Jean-Col qui y allait de tout cœur, il donne un coup de pioche et j'entends bim, comme s'il avait tapé sur une cloche. Qu'est-ce que c'est que je dis ? Nous piochons toujours, nous piochons, et voilà qu'il paraît une main noire qui semblait la main d'un mort qui sortait de terre. Moi, la peur me prend. Je m'en vais à monsieur et je lui dis « Des morts, notre maître, qui sont sous l'olivier, faut appeler le curé !» « Quel mort ?» qu'il me dit. Il vient, et il n'a pas plutôt vu la main qu'il s'écrie « Un antique ! Un antique !» Vous auriez cru qu'il avait trouvé un trésor. Et le voilà avec la pioche, avec les mains qui se démènent et qui faisaient quasiment autant d'ouvrage que nous deux. Et enfin, que trouvâtes-vous ? Une grande femme noire, plus qu'à moitié nue. Révérence parler, monsieur. Tout en cuivre, et monsieur de Pérorade nous a dit que c'était une idole du temps des païens, du temps de Charlemagne, quoi. Je vois ce que c'est. Quelques bonnes vierges en bronze d'un couvent détruit ? Une bonne vierge ? Ah bien oui, je l'aurais bien reconnue si ça avait été une bonne vierge. C'est une idole, vous dis-je. On le voit bien à son air. Elle vous fixe avec ses grands yeux blancs. On dirait qu'elle vous dévisage. On baisse les yeux, oui, en la regardant. Des yeux blancs ? Sans doute ils sont incrustés dans le bronze. Ce sera peut-être quelque statue romaine. Romaine, c'est cela. Monsieur de Pérorade dit que c'est une romaine. Ah, je vois bien que vous êtes un savant comme lui. Est-elle entière, bien conservée ? Oh, monsieur, il ne lui manque rien. C'est encore plus beau et mieux fini que le buste de Louis-Philippe qui est à la mairie en plâtre peint. Mais avec tout cela, la figure de cette idole ne me revient pas. Elle a l'air méchante. Et elle l'est aussi. Méchante ? Quelle méchanceté vous a-t-elle faite ? Pas à moi précisément, mais vous allez voir. Nous nous étions mis à 4 pour la dresser debout, et monsieur de Pérorade, qui lui aussi tirait à la corde, bien qu'il n'ait guère plus de force qu'un poulet, le digne homme, avec bien de la peine nous la mettons droite. J'amassai un tuileau pour la caler, quand patatras, la voilà qui tombe à la renverse tout d'une masse. Je dis « Garde dessous !» Pas assez vite pourtant, car Jean-Col n'a pas eu le temps de tirer sa jambe. Et il a été blessé ? Cassé net comme un échalas, sa pauvre jambe. Pécaïr.
Quand j'ai vu cela, moi j'étais furieux. Je voulais défoncer l'idole à coups de pioche, mais monsieur de Pérorade m'a retenu. Il a donné de l'argent à Jean Col, qui tout de même est encore au lit depuis 15 jours que cela lui est arrivé. Et le médecin dit qu'il ne marchera jamais de cette jambe-là comme de l'autre. C'est dommage, lui qui était notre meilleur coureur, et après monsieur le fils, le plus malin joueur de paume. C'est que monsieur Alphonse de Pérorade en a été triste, car c'est Col qui faisait sa partie. Voilà qui était beau à voir comme il se renvoyait les balles. Paf, paf. Jamais elles ne touchaient terre. Devisant de la sorte, nous entrâmes à Île, et je me trouvai bientôt en présence de monsieur de Pérorade. C'était un petit vieillard vert encore et dispos, poudré, le nez rouge, l'air jovial et goguenard. Avant d'avoir ouvert la lettre de monsieur de P, il m'avait installé devant une table bien servie, et m'avait présenté à sa femme et à son fils comme un archéologue illustre, qui devait tirer le roussillon de l'oubli où le laissait l'indifférence des savants. Tout en mangeant de bon appétit, car rien ne dispose mieux que l'air vif des montagnes, j'examinais mes hôtes. J'ai dit un mot de monsieur de Pérorade, je dois ajouter que c'était la vivacité même. Il parlait, mangeait, se levait, courait à sa bibliothèque, m'apportait des livres, me montrait des estampes, me versait à boire, il n'était jamais 2 minutes en repos. Sa femme, un peu trop grasse, comme la plupart des Catalanes lorsqu'elles ont passé 40 ans, me parut une provinciale renforcée, uniquement occupée des soins de son ménage. Bien que le souper fût suffisant pour 6 personnes au moins, elle courut à la cuisine, fit tuer des pigeons, frire des milias, ouvrit je ne sais combien de pots de confiture. En un instant, la table fut encombrée de plats et de bouteilles, et je serais certainement mort d'indigestion si j'avais goûté seulement à tout ce qu'on m'offrait. Cependant, à chaque plat que je refusais, c'étaient de nouvelles excuses. On craignait que je ne me trouvasse bien mal à Île. Dans la province, on a si peu de ressources, et les Parisiens sont si difficiles. Au milieu des allées et venues de ses parents, monsieur Alphonse de Pérorade ne bougeait pas plus qu'un terme. C'était un grand jeune homme de 26 ans, d'une physionomie belle et régulière, mais manquant d'expression. Sa taille et ses formes athlétiques justifiaient bien la réputation d'infatigable joueur de paume qu'on lui faisait dans le pays. Il était ce soir-là habillé avec élégance, exactement d'après la gravure du dernier numéro du journal des modes. Mais il me semblait gêné dans ses vêtements. Il était roide comme un piquet dans son col de velours et ne se tournait que tout d'une pièce. Ses mains grosses et hâlées, ses ongles courts, contrastaient singulièrement avec son costume. C'étaient des mains de laboureur sortant des manches d'un dandy. D'ailleurs, bien qu'il me considérât de la tête aux pieds fort curieusement en ma qualité de Parisien, il ne m'adressa qu'une seule fois la parole dans toute la soirée. Ce fut pour me demander où j'avais acheté la chaîne de ma montre. Ah ça, mon cher hôte, me dit monsieur de Pérorade, le souper tirant à sa fin, vous m'appartenez, vous êtes chez moi, je ne vous lâche plus. Sinon, quand vous aurez vu tout ce que nous avons de curieux dans nos montagnes. Il faut que vous appreniez à connaître notre Roussillon, et que vous lui rendiez justice. Vous ne vous doutez pas de tout ce que nous allons vous montrer. Monuments phéniciens, celtiques, romains, arabes, byzantins, vous verrez tout, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. Je vous mènerai partout, et ne vous ferai pas grâce d'une brique. Un accès de toux l'obligea de s'arrêter. J'en profitai pour lui dire que je serais désolé de le déranger dans une circonstance aussi intéressante pour sa famille. S'il voulait bien me donner ses excellents conseils sur les excursions que j'aurais à faire, je pourrais, sans qu'il prît la peine de m'accompagner. « Ah, vous voulez parler du mariage de ce garçon-là » s'écria-t-il en m'interrompant. « Bagatelle, ce sera fait après-demain. Vous ferez la noce avec nous, en famille, car la future est en deuil d'une tante dont elle hérite. Ainsi, point de fête, point de bal. C'est dommage, vous auriez vu danser nos Catalanes. Elles sont jolies, et peut-être l'envie vous aurait-elle pris d'imiter mon Alphonse. Un mariage, dit-on, en amène d'autres. Samedi, les jeunes gens mariés, je suis libre, et nous nous mettons en course. Je vous demande pardon de vous donner l'ennui d'une noce de province. Pour un Parisien blasé sur les fêtes, et une noce sans bal encore. Pourtant, vous verrez une mariée, et vous m'en direz des nouvelles. Mais vous êtes un homme grave, et vous ne regardez plus les femmes. J'ai mieux que cela à vous montrer. Je vous ferai voir quelque chose. Je vous réserve une fière surprise pour demain. Mon Dieu, lui dis-je, il est difficile d'avoir un trésor dans sa maison sans que le public en soit instruit. Je crois deviner la surprise que vous me préparez.
Mais si c'est de votre statue qu'il s'agit, la description que mon guide m'en a faite n'a servi qu'à exciter ma curiosité et à me disposer à l'admiration. Ah, il vous a parlé de l'idole, car c'est ainsi qu'ils appellent ma belle Vénus Ture. Mais je ne veux rien vous dire. Demain, au grand jour, vous la verrez, et vous me direz si j'ai raison de la croire un chef-d'œuvre. Parbleu, vous ne pouviez arriver plus à propos. Il y a des inscriptions que moi, pauvre ignorant, j'explique à ma manière. Mais un savant de Paris. Vous vous moquerez peut-être de mon interprétation, car j'ai fait un mémoire. Moi qui vous parle, vieil antiquaire de province, je me suis lancé. Je veux faire gémir la presse. Si vous vouliez bien me lire et me corriger, je pourrais espérer. Par exemple, je suis bien curieux de savoir comment vous traduirez cette inscription sur le socle. Kawe. Mais je ne veux rien vous demander encore. À demain, à demain. Pas un mot sur la Vénus aujourd'hui. Tu as raison, Pérorade, dit sa femme, de laisser là ton idole. Tu devrais voir que tu empêches monsieur de manger. Va, monsieur a vu à Paris de bien plus belles statues que la tienne. Aux Tuileries, il y en a des douzaines, et en bronze aussi. Voilà bien l'ignorance, la sainte ignorance de la province, interrompit monsieur de Pérorade. Comparer un antique admirable au plat de figure de Coustou, comme avec irrévérence parle des dieux ma ménagère. Savez-vous que ma femme voulait que je fondisse ma statue pour en faire une cloche à notre église? C'est qu'elle en eût été la marraine. Un chef-d'œuvre de Miron, monsieur. Chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Un beau chef-d'œuvre qu'elle a fait, casser la jambe d'un homme. Ma femme, vois-tu, dit monsieur de Pérorade d'un ton résolu et tendant vers elle sa jambe droite dans un bas de soie chinée. Si ma Vénus m'avait cassé cette jambe-là, je ne la regretterais pas. Bon Dieu, Pérorade, comment peux-tu dire cela? Heureusement que l'homme va mieux. Et encore, je ne peux pas prendre sur moi de regarder la Vénus qui fait des malheurs comme celui-là. Pauvre Jean Col. Blessé par Vénus, monsieur, dit monsieur de Pérorade riant d'un gros rire. Blessé par Vénus, le maraud se plaint. Veneris nec proemianoris. Qui n'a été blessé par Vénus? Monsieur Alphonse, qui comprenait le français mieux que le latin, cligna de l'œil d'un air d'intelligence et me regarda comme pour me demander. Et vous, Parisien, comprenez-vous? Le souper fini. Il y avait une heure que je ne mangeais plus, j'étais fatiguée et je ne pouvais parvenir à cacher les fréquents bâillements qui m'échappaient. Madame de Pérorade s'en aperçut la première et remarqua qu'il était temps d'aller dormir. Alors commencèrent de nouvelles excuses sur le mauvais gîte que j'allais avoir. Je ne serais pas comme à Paris. En province on est si mal. Il fallait de l'indulgence pour les Rossillonnais. J'avais beau protester qu'après une course dans les montagnes, une botte de paille me serait un coucher délicieux, on me priait toujours de pardonner à de pauvres campagnards s'ils ne me traitaient pas aussi bien qu'ils l'eussent désiré. Je montai enfin à ma chambre, qui m'était destinée, accompagnée de monsieur de Pérorade. L'escalier, dont les marches supérieures étaient en bois, aboutissait au milieu d'un corridor, sur lequel donnaient plusieurs chambres. À droite, me dit mon hôte, c'est l'appartement que je destine à la future madame Alphonse. Votre chambre est au bout du corridor opposé. Vous sentez bien, ajouta-t-il d'un air qu'il voulait rendre fin, vous sentez bien qu'il faut isoler de nouveaux mariés. Vous êtes à un bout de la maison, eux à l'autre. Nous entrâmes dans une chambre bien meublée, où le premier objet sur lequel je portais la vue fut un lit long de 7 pieds, large de 6 et si haut qu'il fallait un escabeau pour s'y guinder. Mon hôte m'ayant indiqué la position de la sonnette et s'étant assuré par lui-même que le sucrier était plein, les flacons d'eau de Cologne dûment placés sur la toilette, après m'avoir demandé plusieurs fois si rien ne me manquait, me souhaita une bonne nuit et me laissa seule. Les fenêtres étaient fermées. Avant de me déshabiller, j'en ouvris une pour respirer l'air frais de la nuit, délicieux après un long souper. En face était le Canigou, d'un aspect admirable en tout temps, mais qui me parut ce soir-là la plus belle montagne du monde, éclairé qu'il était par une lune resplendissante. Je demeurai quelques minutes à contempler sa silhouette merveilleuse, et j'allais fermer ma fenêtre, lorsque, baissant les yeux, j'aperçus la statue sur un piédestal à une vingtaine de toises de la maison. Elle était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'un vaste carré parfaitement uni, qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de monsieur de Pérorade, avait été cédé par lui à la commune, sur les présentes sollicitations de son fils. À la distance où j'étais, il m'était difficile de distinguer l'attitude de la statue. Je ne pouvais juger que de sa hauteur, qui me parut de 6 pieds environ.
En ce moment, 2 polissons de la ville passaient par le jeu de paume, assez près de la haie, sifflant le joli air du Roussillon, montagne régalade. Ils s'arrêtèrent pour regarder la statue. Un d'eux l'apostropha même à haute voix. Il parlait catalan. Mais j'étais dans le Roussillon depuis assez longtemps pour pouvoir comprendre à peu près ce qu'il disait. « Te voilà, coquine !» Le terme catalan était plus énergique. « Te voilà, disait-il. C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. »« Bah, avec quoi ?» dit l'autre. « Elle est de cuivre, et si dure qu'Étienne a cassé sa lime dessus, essayant de l'entamer. C'est du cuivre du temps des païens, c'est plus dur que je ne sais quoi. Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs comme je tirerais une amande de sa coquille. Il y a pour plus de 100 sous d'argent. » Ils firent quelques pas en s'éloignant. « Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, » dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout à coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt un coup sonore retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Ah, elle me l'a rejeté !» s'écria-t-il. Et mes 2 polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal et avait puni ce drôle de l'outrage qu'il faisait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus. Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillai. Auprès de mon lit était d'un côté M. de Pérorade en robe de chambre, de l'autre, un domestique envoyé par sa femme, une tasse de chocolat à la main. Fin de la première partie.